Je vous remercie de bien vouloir m'entendre assis. Je ne suis pas couché, c'est déjà ça, n'est-ce pas? Je ne suis pas debout, mais assis. Mais tout de même, le torse est vertical. Ne craignez rien de ce côté-là. Je voudrais d'abord remercier notre ami Roland Elie de son invitation et le féliciter du succès mérité de cette journée qui a été, il faut bien le dire, inaugurée par nos brigandes bien-aimées, n'est-ce pas? Un spectacle tout à fait remarquable de talent, de courage, de grâce et de sentiments. Et je n'ai plus de responsabilité, comment dirais-je, de direction effective, mais je reste tout de même un œil ouvert dans la situation qui a été la mienne pendant de nombreuses années, dans le nid de pie, n'est-ce pas, de guetteur, pour essayer plus haut que les autres de voir un peu plus loin. C'est en effet gouverner, c'est prévoir. Et le risque le plus grand, ce sont les deux mots que MacArthur illustrait en disant too late, trop tard. Ce sont les deux mots qui expliquent tous les échecs. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Or, mes chers amis, il est tard. Il est tard et vos générations vont devoir affronter probablement la plus terrible épreuve que l'Europe ait jamais connue. Car en effet, nous étions, somme toute, nous étions adaptés aux différentes formes que pouvaient emprunter les conflits, les guerres. Mais nous n'avons pas su prévoir la forme de la guerre actuelle, car nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre démographique. Et ceci prend à contre-pied la plupart des analyses et des exégèses qui ont été produites sur ce sujet. Nous sommes menacés non plus par des militaires, mais par des civils. Et ni nos armements, disproportionnés d'ailleurs, ni nos mentalités ne sont adaptés à cette réalité nouvelle. Alors, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Il vient de se produire dans les 50 dernières années, est en cours, l'un des phénomènes les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. C'est la révolution démographique qui a porté la population mondiale en 50 ans de 2 à près de 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire que dans la plupart des pays, car le seul continent qui, hélas, échappe à ce grand courant, c'est ce que j'appelle le continent boréal, celui qui va de Vladivostok à Gibraltar et comprend l'Europe de l'Ouest et aussi les pays slaves, en sachant que le plus grand pays du monde, la Russie, n'a que 140 millions d'habitants, et que la Turquie en a 100, et que M. Erdogan vient de dire à son peuple, la famille turque, ce n'est pas 3 enfants, c'est 5 au moins, ce qui laisse entendre qu'il y aura un courant encore plus fort. Si on y ajoute les 100 millions de turcophones, sans parler des 100 millions d'Égyptiens et de tout le reste, évidemment, un déséquilibre formidable est en train de se créer. Et il faut savoir que cette augmentation de la population, qui frappe des pays dont la plupart sont déjà aux limites de la catastrophe sociale, aux limites de la misère, il est évident que si on ajoute à une population de 10 millions d'habitants, 10 millions supplémentaires, puis 20 millions supplémentaires, sans y adjoindre les productions de biens qui correspondraient aux besoins, il est évident qu'on entre dans une période de troubles extrêmement graves.
Et ces troubles vont intervenir dans les décennies qui viennent et probablement déclencheront des conflits extrêmement sanglants. Mais une partie de ces gens-là fuiront. Et ils fuiront pour rejoindre ce qui croient être l'Eldorado. Une image que nous transportons par notre télévision, nos radios, nos films, nos ouvrages, c'est l'Europe. L'Europe, c'est l'Eldorado. J'ajouterais que c'est l'Eldorado de la Méduse. C'est-à-dire que nous sommes déjà au bord d'une situation dangereuse, puisque nos différents gouvernements ont accepté de laisser entrer chez nous, sans contrôle particulier et sans modifier nos législations, des millions d'exogènes, des millions de gens, surtout quand ils sont islamiques, qui n'ont pas la même culture, pas seulement la même religion, mais surtout pas la même culture, pas la même appréhension du monde que nous, et qui, comme le disait tout à l'heure l'ami de Winter, se calent sur des invasions qui se sont déjà produites venant de ce monde-là. Ça n'est pas la première fois que l'islam vient à la conquête de l'Europe. Il fut arrêté en Espagne et aussi à Vienne, mais il s'en fallut dans le fond de peu. Or, les peuples dont il s'agit bénéficient aujourd'hui d'une supériorité numérique considérable. C'est un phénomène qui ne s'est jamais produit dans l'histoire du monde. C'est la raison pour laquelle il faudra, outre du courage, de l'imagination, pour endiguer et refouler, quand c'est nécessaire, les gens qui ne sont incompatibles avec notre conception du monde, parce qu'il ne faut pas croire, comme le croiraient un certain nombre de benets, qu'il suffit d'être gentil, qu'il suffit d'être courtois pour être admis et dans le fond pour se partager le pouvoir. Non. Dans ce genre de conflit, il y a un vainqueur et un vaincu, et généralement le vaincu a un sort qui est peu enviable. Et bien sûr, nous semblons avoir une supériorité technologique sur ces peuples-là. Mais quand arrive le mano à mano, quand arrive le contact direct, les abscisses et les ordonnées comptent pour peu. Et ce sont les poids, les densités humaines qui jouent, en sachant que les peuples, comme les astres, obéissent à des règles qui sont gouvernées par leur masse. Et une masse de 10 millions n'a pas le même réflexe qu'une masse de 100 millions. Ça échappe à toute direction intellectuelle, à toute gouvernance politique. C'est un phénomène tellurique. Et c'est celui-là qui va exiger de nous et de vous une lucidité particulière et une mobilisation qui doit consister d'abord par la mobilisation de nos juridiques, c'est-à-dire quand un bateau fait de l'eau, il faut essayer déjà de boucher les voies d'eau. Or, notre législation, nos législations sociales sont incompatibles avec la guerre démographique. C'est à travers ces législations que ces gens viennent et à qui on ne peut pas faire le grief d'essayer de sauver leur peau, alors que chez eux, ils sont menacés de mort ou crèvent de faim ou de soif. Par conséquent, cela étant, nous devons poser en principe que nous avons le droit et le devoir de nous défendre en priorité. Bien sûr, on me demande quelquefois, mais qu'est-ce que vous feriez si vous arriviez au pouvoir? Ben, je dis la première chose que je ferais,
c'est une adresse que je lancerai à l'égard du monde en disant, écoutez, nous savons que vous avez de grandes difficultés dans vos pays et qu'elles vont s'aggraver. Et nous avons pour vous de la sympathie et nous ferons tout ce que nous pourrons au-delà de ce qui est nécessaire à notre peuple lui-même pour vous aider. Mais il faut que vous sachiez que si vous venez chez nous sans titre, sans autorisation, vous n'aurez droit à rien, à strictement rien. Ni logement, ni travail, ni école pour vos enfants, ni place dans nos hôpitaux, à l'exception de quelques accidents particuliers. Voilà ce qu'il faut dire aux gens. Ne venez pas chez nous. Nous ne pouvons plus vous accueillir, mais ça implique aussi que nous prenions la responsabilité de nous projeter dans l'avenir. Et il ne semble pas que ce soit jusqu'à présent la tentation qui soit celle de l'Occident. Si l'Occident meurt, c'est qu'il aura participé à son agonie et qu'il en aura même créé les conditions. Alors sans doute, rien n'est perdu. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit le proverbe. Mais il est largement temps. Et il faut procéder au plus tôt à une véritable mobilisation qui n'est pas une mobilisation des chars d'assaut ou des mitrailleuses, qui est une mobilisation des esprits, des cœurs, des intelligences. Il faut prendre les dispositions et avoir le courage d'assumer ce qui est le principal devoir des chefs d'une communauté, quelle qu'elle soit, c'est d'assurer sa survie par priorité à tout le reste. Je remercie notre ami Roland d'avoir réussi à réunir aujourd'hui toutes les nuances, en quelque sorte, de la résistance nationale à la décadence et au déclin. Nous avons récemment enterré le prince du déclin, qui était M. Chirac, qui a bénéficié, il faut le dire, d'une mobilisation médiatique extraordinaire que ne justifiait ni son parcours, ni ses succès. Mais il a bien été quand même l'incarnation de ce lent glissement vers le néant. Et en cela, c'est le contre-pied de ces méthodes, le contre-pied de ces images qu'il faut maintenant organiser quelques organes courageux, dont Synthèse, dont Rivarol, un certain nombre d'autres journaux, les 4 vérités, et je ne vais pas les citer tous, mais il y a un peu partout des groupes de résistance. Il va falloir coordonner leur action, l'organiser de façon méthodique et se préparer à l'affrontement que nous a annoncé le ministre de l'Intérieur, ex-ministre de l'Intérieur, maire de Lyon, qui a dit « bientôt nous ne marcherons plus côte à côte, mais face à face ». Et c'est ce face-à-face-là que nous devons préparer pour qu'il soit le moins meurtrier et le plus victorieux possible. Merci. Bravo.